Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour ce Diplolab, cette conférence que l'Institut Open Diplomacy a le plaisir de co-organiser avec le Conseil national des barreaux. Je ne vais pas faire un mot d'introduction très long puisque c'est la présidente du Conseil, Christiane Ferral-Schul, qui va vous accueillir et vous présenter l'objectif qu'on s'est donné avec cette réflexion. Simplement pour vous dire que le Conseil national des barreaux a été à l'initiative durant la présidence française du G7 l'année dernière du A7, l'un des groupes d'engagement qui a émergé l'année dernière et qui est dédié aux travaux des avocats qui se sont saisis à l'échelle du G7 de tous les enjeux de justice qui méritaient d'être réfléchis, en particulier sous le tropisme des inégalités, qui était le grand thème du G7 l'an dernier. Et c'est à cette occasion que les liens se sont noués, puisqu'Open Diplomacy s'occupait du Y7 que nous avons créé il y a maintenant une dizaine d'années, durant la présidence française du G20 et du G8 en 2011. Et ça nous a donné beaucoup de matières communes à réfléchir, des sensibilités communes évidemment autour des grands sujets de l'état de droit face au régime autoritaire, c'est ce dont on va parler ce soir, mais aussi vis-à-vis des grandes disruptions digitales, qui est l'un des sujets de prédilection de Christiane Ferral-Schul. Donc on a lancé ce partenariat qui nous permet de tenir ces réflexions communes ce soir. Merci aussi à vous tous qui êtes là pour participer à ces réflexions. On a eu plus de 150 inscrits qui ont souhaité participer. C'est une très bonne chose. Je vais passer la main très prochainement à Yann Mans, qui est l'un de nos senior fellows et qui est le rédacteur en chef international d'Alternative économique, qui a accepté très gentiment de bien vouloir faciliter ces échanges. Mais c'est juste pour vous mentionner, dans le cadre de ce partenariat, évidemment qu'il y aura un événement supplémentaire autour de ces réflexions, puisque je le disais, on parle de la relation avec les régimes autoritaires ce soir, mais également on parlera des disruptions digitales auxquelles l'État de droit fait face le 30 novembre dans une autre conférence dédiée. Et ce sujet étant directement lié à ce qui nous a rapprochés avec le CNB, je voulais mentionner le fait que Christiane Ferral-Schul interviendra aux côtés de l'une des autres membres de notre conseil d'orientation, en la personne de Gabriela Ramos, le 19 novembre, tout prochainement, à midi, dans le cadre du Women's Forum, précisément sur ces sujets d'éthique en matière digitale et en particulier en matière d'intelligence artificielle. Donc, pour tous ceux qui seront pris de passion pour les sujets que nous allons aborder ce soir, malgré leur technicité, vous aurez la possibilité d'approfondir largement et tout prochainement. Et puisque c'est d'elle dont je parle, je propose de céder la parole immédiatement à Christiane Ferral-Schul, présidente du Conseil national des barreaux. À vous, Christiane. Merci Thomas. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le député, cher vice-président, cher Laurent, mesdames, messieurs les participants, c'est au nom du Conseil national des barreaux, l'institution représentative des 70 000 avocats français, que je suis très heureuse d'ouvrir ce soir, le premier colloque commun CNB Open Diplomacy sur une question fondamentale, la question de l'état de droit face aux régimes autoritaires. Vous le savez, il s'agit d'un enjeu global les plus marquants de cette décennie. Les avocats sont des vigies des libertés. Ils sont en première ligne dans la défense de la primauté du droit et de l'état de droit. La question est tellement vaste que je vous propose en ouverture de nous concentrer sur la dimension européenne de la protection de l'état de droit. Je voudrais vous lire l'article 2 du traité sur l'Union européenne, vous rappeler que cet article dispose que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme. Alors pourtant, aujourd'hui, au sein même de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on observe? On observe certaines tendances autoritaires, des tendances nationalistes qui renaissent. Un exemple, en Hongrie, Viktor Orban a défendu la création d'une démocratie illibérale
Il a remis en cause la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'association, le pouvoir judiciaire. En Pologne, vous avez de nombreuses modifications de l'organisation et de l'action du tribunal constitutionnel afin d'encadrer son action. Vous avez des lois qui portent atteinte à l'indépendance de la Cour suprême et aux juridictions ordinaires. Ces lois ont été adoptées. Ces lois pour lesquelles la Pologne a été condamnée par la Cour de justice de l'Union en juin, puis en novembre 2019. Et pas plus tard que février dernier, nous avons une loi qui a interdit à l'ensemble des magistrats tout acte à caractère politique, notamment des résolutions qui exprimeraient une hostilité envers les autorités de la République. Donc, vous le voyez, on est vraiment dans ces tendances autoritaires et nationalistes. Alors, la question, évidemment, est celle de savoir de quel mécanisme nous disposons pour protéger l'état de droit et les libertés fondamentales de l'Union européenne. La Commission européenne a publié en septembre dernier un rapport, son premier rapport annuel sur l'état de droit au sein de l'Union, qui rationalise, qui systématise le dialogue sur l'état de droit entre tous les pays de l'Union européenne. La mise en place d'une conditionnalité budgétaire soumise au respect de l'état de droit, qui avait notamment été proposée par la Commission européenne un petit peu plus tôt, en 2018, est-elle une solution satisfaisante? L'Union, elle est fondée sur la confiance mutuelle. Comment coopérer, notamment en matière policière, en matière judiciaire, en matière de défense, dans ces conditions. Alors, dans de nombreux États européens, dont la France bien sûr, des lois mettant en place un état d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ont permis et permettent encore aujourd'hui au gouvernement de limiter nos libertés fondamentales en légiférant par voie d'ordonnance. Le contrôle juridictionnel laisse forcément dubitatif. La banalisation de l'exception au nom de la lutte contre le terrorisme ou contre une pandémie, c'est une réalité et il ne faut pas nous voiler la face. Alors nous, avocats, nous devons rappeler quelques évidences. Toute atteinte aux libertés doit être provisoire, elle doit être justifiée, elle doit être proportionnée. Toute atteinte aux libertés ne peut relever que du Parlement. Toute atteinte aux libertés doit pouvoir être contrôlée par un juge indépendant. Alors, dans certains domaines du droit, notamment en matière d'asile et d'immigration, les violations aux droits fondamentaux sont systématiques. Elles interrogent au regard de l'état de droit. Alors, vous le voyez, nous avons un débat passionnant ce soir, un débat fondamental, un débat important. Il va être animé et modéré par M. Jan Mans, Senior Fellow de l'Institut Open Diplomacy, auquel je cède immédiatement la parole. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Oui, je vais avoir le privilège d'animer ce débat qui va commencer par un échange entre les intervenants d'une quarantaine de minutes, puisqu'il sera suivi évidemment d'une séance de questions-réponses. Je vous invite à poser vos questions sur le chat de préférence, en indiquant le thème et en indiquant éventuellement votre nom pour que je puisse les regrouper éventuellement par des sujets qui se rapprochent. Je vais vous présenter sans plus tarder les trois intervenants que je vais présenter par ordre alphabétique, c'est le plus simple et le plus prudent. Donc, je vais commencer par Michel Duclos, qui est ambassadeur, qui a été en poste dans des pays pour lesquels le rapport à l'état de droit est assez contrasté. Je pense notamment à la Syrie entre 2006 et 2009 d'un côté et la Suisse entre 2012 et 2014 de l'autre. Donc, on a effectivement des situations pour le moins différentes. Michel Duclos est conseiller spécial de l'Institut Montaigne et il a dirigé récemment un livre qui s'appelle « Le monde des nouveaux autoritaires », coédité par l'Institut Montaigne et l'édition de l'Observatoire, et qui compte une vingtaine de contributions, je crois, si je ne me trompe pas. Deuxième intervenant, Sandro Gozzi, qui est député européen sur la liste Renaissance pour la France, qui a été secrétaire d'État italien pour les affaires européennes,
Et troisième intervenant, Laurent Petiti, qui est vice-président de la Commission des affaires européennes et internationales du Conseil national des barreaux, donc qui est présidé par Madame Ferrachul. Je propose d'organiser le débat sur deux thèmes. Le premier, c'est un thème qui a été largement abordé déjà dans l'introduction de Christine Ferrachul, c'est la question de savoir quelles sont les tensions qui opposent les démocraties occidentales aux États autoritaires, aux tensions géopolitiques, et dans un tel contexte, quels sont les moyens d'action et d'influence dont disposent concrètement les démocraties occidentales pour promouvoir l'état de droit en leur sein, dans l'Union européenne, mais aussi au-delà de leurs frontières. Et je voudrais commencer par demander à Michel Duclos, à son sens, où est-ce que l'état de droit aujourd'hui est le plus menacé? Parce qu'on a des États depuis très longtemps où l'état de droit est à peu près virtuel. On a des États dont nous pensons, les nôtres, qu'il est plutôt en meilleure situation. Mais où est-ce qu'aujourd'hui, à votre sens, l'état de droit est le plus menacé? Dans quelle région ou dans quel pays du monde? Merci beaucoup. Je suis très heureux de participer à ce débat. La réponse, c'est partout. C'est-à-dire que je crois, comme les deux précédents orateurs l'ont noté, et c'est un peu la thèse du livre que vous avez bien voulu mentionner, c'est que nous sommes dans un monde de régimes hybrides. Donc, vous avez des régimes qui sont des autoritaires classiques proches du totalitarisme, si vous voulez, c'est la Chine, la Russie. Puis vous avez des régimes qui sont bien sûr des démocraties libérales, et entre les deux, vous avez beaucoup de régimes qui penchent plutôt vers un pôle ou plutôt vers l'autre. Et là où ça se joue un peu partout, bien sûr, mais en Europe tout particulièrement, parce que l'Europe devrait être le foyer par excellence des libertés, en Europe, effectivement, vous avez un double phénomène. Vous avez le phénomène de régimes qui penchent beaucoup plus vers l'illibéralisme, comme l'Hongrie et la Pologne, avec cette observation qu'ils sont naturellement soutenus par les autoritaires confirmés. Je veux dire. Et donc, ce n'est pas un hasard si la Hongrie est souvent le cheval de Troie de la Chine, si il est ami de Poutine, et par ailleurs bénéficiant d'un soutien de Trump. Donc, il y a ce premier phénomène, et puis vous avez le phénomène de la mise en cause des libertés dans vos sociétés qui restent des démocraties libérales. C'est ce qu'on appelle le populisme. Mais au-delà de cela, il y a, comme la présidente l'a très justement observé, la pression insidieuse des événements qui fait que même dans des pays comme la France, l'état d'urgence devient une habitude. Et par ailleurs, des sondages très inquiétants montrent que les classes les plus jeunes de nos populations sont moins sensibles à la nécessité de défendre les démocraties. Voilà, pour cet ensemble de symptômes, d'éléments factuels, de données, voilà pourquoi on peut dire que l'état de droit est menacé en réalité des degrés divers, bien sûr, mais un peu partout dans le monde. Laurent Petiti, est-ce que vous partagez cette analyse géographique, si je puis dire? Merci de me donner la parole. Alors, si l'on reprend les critères de l'état de droit, puisque évidemment, pour fonder et pour savoir si oui ou non un État respecte l'état de droit, il y en a un particulièrement qui m'a intéressé, c'est celui du pouvoir judiciaire. On sait, le pouvoir judiciaire doit être indépendant. Et si l'on regarde un petit peu la situation dans les pays, non seulement de l'Union européenne, mais dans les pays du Conseil de l'Europe, parce que je vous rappelle que c'est la Commission de Venise qui, il y a quelques années, avait défini comment on pouvait considérer qu'un État répondait aux exigences de l'état de droit. Et la Commission de Venise a fait un travail assez intéressant sur l'impartialité du pouvoir judiciaire. Et lorsque l'on fait le tour des pays qui ont été sous le spectre de cette Commission de Venise, on s'aperçoit que beaucoup de pays ne respectent pas les critères de l'état de droit et notamment
la question effectivement de l'indépendance et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Donc je rejoindrai assez Monsieur l'ambassadeur sur cette question effectivement de l'impartialité du pouvoir judiciaire, qui est quand même quelque chose de fondamental dans nos démocraties, pour dire qu'en fait, à travers ces différents États, tout au long de ces 10 dernières années, on peut constater que cette question du pouvoir judiciaire est remise en cause de plus en plus souvent. Et donc, à partir de là, on pourrait dire, mais finalement, est-ce que dans un des pays de l'Union, est-ce que dans un des 47 pays du Conseil de l'Europe, l'état de droit est-il véritablement respecté, puisque est-ce que tous ces États respectent tous ces critères qui correspondent à la définition de l'état de droit? Et donc, on pourrait avoir effectivement un sentiment très, très mitigé, parce qu'on le voit bien, hein, on parle de la Hongrie, on parle de la Pologne, on pourrait aussi parler de la Bulgarie, car au jour d'aujourd'hui, le Parlement européen a pris une résolution au sujet de la Bulgarie, et on le voit bien, en Bulgarie, l'état de droit n'est plus vraiment respecté. Donc c'est inquiétant tout cela, parce qu'on peut se dire, ce sont quand même des pays qui sont à la frontière de nos portes, et dans tous ces pays, effectivement, il y a une crise de l'état de droit, et elle est encore plus frappante lorsque l'on regarde la situation des juridictions, lorsque l'on apprécie la situation des juges, qui est de plus en plus remise en cause, et il suffit de voir les différents contentieux qui ont lieu non seulement à Strasbourg, mais aussi à Luxembourg, où véritablement le pouvoir judiciaire est remis en cause. Donc j'en viendrai effectivement à ce constat assez inquiétant de dire que finalement, au jour d'aujourd'hui, l'état de droit, ce n'est plus effectivement la constante de tous les États démocratiques, mais il y a bien évidemment, véritablement, je crois, une inquiétude très, très marquée. Sandro Gozzi, avant d'en venir à l'intérieur de l'Union européenne, est-ce qu'on pourrait évoquer un peu l'extérieur de l'Union européenne et les moyens dont dispose ou ne dispose pas l'Union européenne pour influencer le développement de l'état de droit ou le respect de l'état de droit dans ces pays? Avant d'en venir à la Hongrie, la Pologne, etc., est-ce qu'on peut évoquer la possibilité ou pas pour l'Union européenne d'avoir une influence au-delà de ses frontières sur cette question de l'état de droit? Oui, oui, l'Union européenne aurait les moyens juridiques et aurait les moyens économiques. Et je dirais même les moyens commerciaux pour devenir un promoteur actif de l'état de droit sur la scène internationale. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'elle l'a fait? Je ne crois pas qu'elle l'ait fait assez. Je crois qu'elle devrait le faire plus. Mais à chaque fois, le diable est dans les détails et à chaque fois, il y a des contradictions qui vont émerger. Je ne vais pas être complètement politiquement correct ce soir. C'est ma nature. Je vais m'excuser si je vais froisser quelques esprits. Mais je vais prendre 3 exemples pour répondre à votre question. Je vais prendre la question du commerce. Je vais prendre la question des négociations pour l'adhésion à l'Union européenne et les accords d'association. Et je vais prendre les thèmes très sensibles de la coopération au développement. Du point de vue commercial, il est clair que nous aurions, et souvent nous mettons des clauses droits de l'homme et dans nos accords avec nos partenaires non européens. Est-ce que ces clauses sont là pour les décors ou est-ce que ces clauses sont là pour être activées? Souvent, sont là pour les décors, alors qu'on pourrait bien les activer, on pourrait bien les mettre plus comme conditions pour négocier et pour conclure des accords. Je vois une évolution en ce moment, je vois une volonté qui débute d'utiliser, de mettre même la politique commerciale au service, pas seulement de nos intérêts légitimes, commerciaux, économiques, mais au service de la protection de nos valeurs et de nos choix de fonds. Par exemple, là, il y a un débat qui s'est ouvert sur comment, si et comment conditionner les accords commerciaux que nous sommes en train de négocier au respect des accords de Paris et nos engagements écologiques. Donc, je pense que
ceci est un début, on ouvre une brèche qu'on pourrait davantage utiliser aussi pour des questions qui sont même plus importantes de la transition écologique, à savoir les principes démocratiques et l'état de droit. Première réponse, accords commerciaux. Deuxième réponse, c'est les accords d'association qu'on a et même les négociations d'adhésion, mais arrêtons-nous aux accords d'association. Nous sommes associés avec un pourtour des pays à l'est et au sud de l'Union européenne, avec lesquels nous avons conclu des accords d'association dans lesquels il est explicité la clause des droits de l'homme et qu'on devrait utiliser beaucoup plus, de façon beaucoup plus active, pour essayer de conditionner, de favoriser des développements démocratiques à leur intérieur. Je pense à la Méditerranée, je pense au Caucase, je pense aux pays du voisinage. Et là aussi, je crois qu'on aurait les instruments juridiques et il faudrait avoir un peu plus de stratégie et de volonté politique pour les faire et pour utiliser de façon positive notre influence politique, le fait que ces pays ont une volonté, ont intérêt à serrer des liens, à établir des liens plus forts avec l'Union européenne. Est-ce qu'on a assez utilisé ces leviers pour essayer d'être un acteur actif de promotion de la démocratie et de l'homme dans notre espace voisin? Je crois qu'il y a des marges d'amélioration, disons comme ça. Troisième point, très difficile et très complexe et qui va soulever débat. Est-ce qu'on doit être sérieux avec notre politique de développement, notamment aussi pour une promotion réelle de la démocratie, de l'état de droit, et obtenir aussi de ces pays de la coopération sur des thèmes fondamentaux qui sont de notre intérêt, par exemple, une gestion efficace du droit d'asile. Vous savez que ça, c'est un débat extrêmement difficile parce que d'un côté, il y a une école de pensée qui dit la politique au développement ne peut absolument pas être conditionnée à la promotion de l'état de droit et des droits fondamentaux pour des raisons humanitaires. Alors là, il faut distinguer les aides humanitaires des aides au développement. Ce sont deux questions complètement différentes. L'aide humanitaire ne peut avoir aucune condition. Une politique structurelle de développement pourrait avoir des conditions qui nous permettent d'être un acteur de ces domaines. Et le dernier point, et je termine là, est-ce qu'on doit donner de l'argent aux dictateurs? Est-ce que l'Union européenne doit donner et avoir une politique de développement qui n'est pas uniquement destinée aux ONG, à la société civile, à l'intervention humanitaire, qui, je répète, ne peut jamais être conditionnée, mais est-ce qu'on doit garder une politique de développement qui passe à travers des dictateurs ou des régimes totalitaires? Est-ce que ceci, c'est une bonne façon de promouvoir nos valeurs et nos intérêts? Et voilà, ce sont toutes des questions sur lesquelles je crois qu'il faut s'interroger du moment où il faut comprendre comment nous exploitons, est-ce que nous exploitons pleinement notre potentiel d'acteur démocratique global aujourd'hui. Merci. Michel Duclos, au vu de votre expérience de diplomate, est-ce que vous avez l'impression que spontanément, les gouvernements ont envie d'utiliser ce genre de conditionnalité, soit sur le plan bilatéral, soit sur le plan collectif? Alors, la conditionnalité, c'est toujours très impopulaire chez les preneurs de décision. C'est quelque chose qui figure toujours dans les instruments théoriques, dans la boîte à outils théorique, mais devant lequel répugnent en réalité les décideurs. Et c'est vrai de dire que c'est d'un maniement très difficile. Mais pour relever un point qui était relevé par M. Gozzi, le développement, par exemple. À vrai dire, le vrai développement est difficilement dissociable de l'état de droit. Et dans des dictatures, dans celles que j'ai connu l'URSS avant la Syrie, et la Syrie, l'espoir qu'on pouvait avoir, ce n'était pas la démocratie, bien sûr. On savait bien que le régime Assad ne allait pas se convertir à la démocratie. Mais on pensait que la génération actuelle des dirigeants, qui avait fait en général ses études en Occident,
était attaché à s'enrichir, à développer le business, et développer le business avec naturellement l'Europe et le monde occidental. Là, la conditionnalité, c'était, si vous voulez faire du business, il faut respecter les règles, sinon les gens n'investissent pas. Vous voyez, c'est des choses toutes bêtes. Il faut respecter la protection des investissements. Et ça, c'est une voie qui s'est révélée d'ailleurs stérile dans le cas de la Syrie, mais qui fonctionne dans d'autres pays. Pour l'instant, en Europe, le sujet, c'est, comme on l'a dit, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne. Et là, on essaie de faire fonctionner la conditionnalité, notamment avec les crédits liés au plan de relance. Je crois que ça peut marcher dans un contexte où ce n'est pas le seul instrument possible. Je ne vais pas être trop long, et j'y reviendrai si vous voulez, mais les autres paramètres, c'est la valeur d'exemple. C'est pour ça que c'est très important que dans notre pays, dans des pays similaires aux nôtres, on respecte parfaitement les limitations de l'état d'urgence. C'est la bataille d'opinion, ce qui rejoint un peu ce deuxième point. Mais c'est une bataille d'opinion qui veut dire qu'il faut bien comprendre la situation des pays cibles. Si on veut avoir un dialogue vraiment sérieux avec la Hongrie ou la Pologne, il ne faut pas tout mélanger. Il y a des sujets, par exemple le sujet des frontières, des migrations, ça fait partie du débat démocratique normal. On ne peut pas reprocher à des gouvernements d'avoir des politiques, disons, de droite ou même parfois d'extrême droite. C'est autre chose que l'état de droit, vous voyez. C'est autre chose que de mettre en cause la justice ou les libertés d'expression ou autres. Donc, cette bataille d'opinion, il faut la mener avec une très grande rigueur. Et il y a peut-être un dernier paramètre, c'est la configuration géopolitique. Si le pouvoir à Washington est plus ou moins derrière les causes illibérales, ça fait quand même une différence. Voilà un peu quelques éléments de réponse à votre question. Mais non, l'usage de la conditionnalité n'est pas naturel chez nos gouvernements. Laurent Petiti, quand vous entendez parler de conditionnalité de l'aide au développement par rapport aux questions d'asile, vous réagissez comment? Alors, je réagis, si je réagis en tant que juriste, évidemment, on peut se poser la question de savoir est-ce que le droit d'asile doit l'emporter sur l'environnement. La question est délicate, ce d'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, le droit d'asile doit être redéfini. Et on le voit bien au jour d'aujourd'hui, il est très difficile d'avoir une politique de l'asile qui réponde aux spécifications de l'état de droit. Et donc à partir de là, on parle de nouveaux pactes sur l'asile et l'immigration, et je crois évidemment que cela ressort de l'évolution de nos sociétés. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que la conditionnalité, c'est une arme quand même délicate à utiliser. Et on le voit bien au jour d'aujourd'hui où on apprend que la Hongrie et la Pologne se refusent à voter le budget parce qu'on leur impose une conditionnalité. Donc on le voit bien, ce système de conditionnalité a quand même ses limites. Et un autre exemple, non pas de conditionnalité, mais de sanctions, et on le voit bien, l'Union européenne utilise aussi la politique de sanctions, que ce soit des sanctions commerciales, on en a parlé, mais des sanctions individuelles à l'égard des États ou à l'égard, je pense par exemple à la Syrie, où cette politique de sanctions individuelles fonctionne en gelant les avoirs des proches du président Assad. Et de l'autre côté Conseil de l'Europe, il y a un petit peu l'équivalent, c'est-à-dire de priver de vote un État membre du Conseil de l'Europe. C'est arrivé avec la Russie, où le Conseil de l'Europe a considéré que la Russie, ne respectant plus
les critères et les valeurs du Conseil de l'Europe, les valeurs et les critères de l'état de droit, a considéré qu'il fallait lui retirer ses droits de vote et donc, en quelque sorte, de ne plus admettre les parlementaires russes au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc là, il ne s'agit plus de conditionnalité, il s'agit de sanctions prises à l'égard de ressortissants d'États qui sont dans la ligne de mire de l'Union ou du Conseil de l'Europe. Et je voudrais dire que cette politique de sanctions a finalement plus de résultats que la politique de conditionnalité, où on le voit bien, il y a quand même quelques limites à la conditionnalité lorsqu'il s'agit, comme je le rappelais tout à l'heure, effectivement, de se mettre d'accord sur le vote d'un budget, sur une politique à imaginer et à créer. Sandro Gozzi, il y a eu la semaine dernière beaucoup d'enthousiasme du côté du Parlement européen, je crois, pour ces affaires, de ce mécanisme de conditionnalité lié au budget européen. Alors, est-ce que ce mécanisme a une chance de fonctionner? Est-ce qu'il n'est pas tellement compliqué qu'il ne sera jamais appliqué en réalité? Et deuxième question, est-ce que même il passera à la moulinette du Conseil européen? Est-ce qu'il a une petite chance de passer à la moulinette du Conseil? Il n'est pas trop compliqué. Ça me permet de dire un peu des choses sur l'état de droit à l'intérieur de l'Union européenne. Vous aviez fait référence, vous et Madame Ferrachul, vous avez fait référence à un oxymore dans votre introduction. Et l'oxymore, c'est démocratie illibérale. Voilà un bel oxymore politique. Parce qu'une démocratie ne peut pas être dissociée du libéralisme politique. Je veux dire, il n'y a pas une démocratie, une vraie démocratie qui ne soit pas libérale, pas du point de vue économique, du point de vue de la séparation des pouvoirs, du respect des minorités, du checks and balances. Quel est le problème que nous avons aujourd'hui à l'intérieur de l'Union européenne aussi? C'est que nous avons des partis, des mouvements nationalistes et populistes qui expliquent tout avec la victoire électorale. Et on a vu ça en Italie aussi. On a des mouvements qui pensent, comme moi j'ai gagné une majorité relative ou absolue aux élections, je peux tout faire. Je peux fermer une université. Je peux déclarer des communes LGBTI-free. Je peux violer l'indépendance de la magistrature. Je peux violer l'indépendance de la Cour constitutionnelle. Et comme moi, j'ai gagné les élections, il n'y a personne qui peut s'opposer à ma volonté à l'intérieur de mon pays et encore moins, il peut y avoir une Union européenne qui de l'extérieur ose s'ingérer dans mes décisions démocratiques puisqu'elles sont l'expression de la majorité, donc elles sont forcément démocratiques. Bon, ceci est la fin de nos démocraties. Parce que nos démocraties sont fondées sur des principes qui doivent garantir les minorités de la dictature de la majorité. Et nous ne pouvons pas accepter ça à l'intérieur de l'Union européenne. C'est pour cela qu'on s'est battu, et moi j'étais en première ligne à me battre pour l'introduction des mécanismes beaucoup plus efficaces pour faire respecter l'état de droit à l'intérieur de l'Union européenne. Ce n'est pas du tout compliqué les mécanismes qu'on a adoptés. C'était compliqué les mécanismes qu'on a dans les traités. Dans les traités, on a la possibilité de suspendre les droits de vote d'un membre de l'Union européenne. C'est l'article 7 du traité sur l'Union européenne. Mais il est difficile à activer. Pourquoi? Parce qu'on peut constater les risques de graves violations, graves et répétées, violations des droits graves et répétées. On peut constater les risques avec une majorité des 4/5 des membres du Conseil de l'Union européenne. Mais pour infliger des sanctions, la sanction par exemple de la suspension du droit de vote, on a besoin de l'unanimité des membres, sauf évidemment du membre sous procédure. Et bien, évidemment, il y a deux pays qui s'appellent Hongrie et Pologne qui se protègent l'un l'autre et qu'en menaçant les vétos, la Pologne sur la procédure à l'encontre de l'Hongrie, la Hongrie sur la procédure à l'encontre de la Pologne, rendre totalement inefficaces ces mécanismes. Mais l'Union européenne est avant tout une union des valeurs fondamentales. C'est-à-dire, l'article 2 du traité de l'Union européenne, c'est notre carte d'identité. Nous ne sommes pas un marché.
nous sommes notamment une union des valeurs et nous voulons l'être de plus en plus. Et c'est pour cela que nous avons introduit au Parlement européen et la semaine dernière, ce n'est pas le Parlement européen uniquement qui était enthousiaste, c'est l'accord que nous avons conclu entre parlementaires et gouvernements, entre Parlement européen et Conseil des ministres. On a conclu un nouvel accord qui, pour la première fois, établit un lien direct entre le respect des valeurs fondamentales et de l'état de droit à l'utilisation du budget. Je l'ai dit de façon très simple. Tu ne peux pas être pro-européen quand tu dois recevoir des dizaines de milliards d'euros du plan de relance, des Next Generation EU et du budget européen, et puis te découvrir tout d'un coup nationaliste quand tu dois respecter les libertés fondamentales. C'est inacceptable. Pour nous, ceci est inacceptable et donc on introduit un mécanisme qui se base sur une proposition de la Commission. La Commission, pour faire cette proposition, doit tenir compte aussi des différents rapports des organisations qui existent dans l'espace juridique européen, au-delà de l'Union européenne, Commission de Venise, elle a été rappelée, les rapports annuels du commissaire européen des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, les rapports de l'Agence des droits de l'homme de Vienne, les positions du Conseil de l'Europe, les nouveaux rapports annuels sur le monitorage sur l'état de droit que la Commission européenne a pour la première fois publié en septembre. Donc, il y a toute une série d'instruments et d'éléments objectifs, parce que c'est un mécanisme qui n'est pas contre un pays, c'est un mécanisme qui est pour les citoyens de toute l'Union européenne. Nous n'avons pas établi un mécanisme pour pointer du doigt un gouvernement. Nous avons développé un mécanisme pour garantir les droits de tous nos citoyens, de tous. Et tous les pays sont traités sur un pied d'égalité, bien évidemment. Mais il est clair que l'instrument du budget, c'est le seul instrument qui peuvent véritablement nous donner un levier pour prévenir des graves violations à l'état de droit. Parce que notre volonté, c'est de les prévenir. Ou alors, dans les pires des cas, de les sanctionner et donc de les faire arrêter, les violations à l'état de droit le plus tôt possible. Et ça, c'est fondamental parce que c'est une condition qu'on demande aux pays candidats à adhérer à l'Union européenne. Ils doivent démontrer de respecter les principes démocratiques et l'état de droit. Après, une fois qu'ils sont dans l'Union européenne, on n'a plus d'instruments pour influencer de façon positive ces processus. Il faut nous en donner. Aujourd'hui, sans aucune surprise, au niveau des ambassadeurs, j'étais un ancien diplomate avec tout le respect, au niveau des ambassadeurs, les ambassadeurs des deux pays nous disent qu'ils ne sont pas d'accord. Bien, on prend acte que les deux ambassadeurs ne sont pas d'accord et on a discuté au niveau politique. Et donc, on doit continuer, on doit amener la question au niveau du Conseil des affaires générales, où il y a les ministres des Affaires européennes, et au niveau du Conseil européen pour défendre nos positions. Pour nous, en tant que Parlement européen, notre position est claire. Elle ne va pas bouger parce que deux ambassadeurs aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec le respect de l'état de droit. Et vous avez quand même besoin du gouvernement pour le faire adopter, ce mécanisme. Non, il y a une partie, d'abord, il y a une partie du plan qui pourrait être adoptée à la majorité. Après, il y a une autre partie du plan qui demande l'unanimité. Eh bien, nous verrons si la Hongrie et la Pologne vont bloquer les plans de relance parce qu'ils ne veulent pas s'engager à respecter l'état de droit. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est un bluff. Moi, je crois que celui d'Orban et du gouvernement polonais, c'est un bluff. En tout cas, c'est une question que le Conseil doit gérer. Notre position du Parlement européen, elle était très claire hier. Elle ne va pas changer ce soir. Et donc, ce sera la présidence allemande à gérer. Elle doit tout d'abord gérer ça au niveau du Conseil. Moi, je suis confiant qu'à la fin, une solution politique sera trouvée. Je crois qu'il faudra attendre l'intervention des leaders, à savoir des chefs d'État et de gouvernement. Mais je crois qu'une solution devra être trouvée. En tout cas, nous ne devons pas fléchir. Nous ne devons pas fléchir là-dessus. Et je vous dis, c'est le dernier élément, parce que quand j'étais au gouvernement italien, j'ai eu l'honneur de présider les conseils affaires générales, parce que c'était pendant la présidence italienne de l'Union européenne dans le deuxième semestre 2014. Et c'était sur mon initiative qu'on a introduit pour la première fois les dialogues sur l'état de droit.
jusqu'à ce moment-là, les conseils des ministres de l'Union européenne n'avaient jamais discuté, même pas mis à l'agenda l'état de droit. Et sur mon initiative, on a commencé quelque chose de très soft, très respectueux, dialogue de l'état de droit. À chaque semestre, on a 2 discussions sur un thème spécifique lié à l'état de droit. État de droit et évolution numérique, état de droit et droit d'asile, état de droit et liberté de la presse. On commence à discuter. Et à l'époque aussi, j'avais rencontré énormes difficultés de la part de mon homologue des ministres hongrois et polonais, en m'accusant de vouloir, là encore, vouloir ouvrir un procès à l'encontre de la Hongrie et de la Pologne. Moi, je dis non, non, non. Moi, je veux garantir mes droits en tant que citoyen européen ayant la nationalité italienne. Parce que si un demain, c'est mon gouvernement qui viole l'état de droit… Oui, vous êtes pour un pacte de stabilité, un droit sur la pacte de stabilité et équilibre entre les groupes. Je ne vois pas qui parle là. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. C'est une intervention. Ouais. J'ai entendu les pactes de stabilité, j'ai une position… Pacte de stabilité. Et qu'est-ce que ça a à voir, le pacte de stabilité? Je n'ai pas compris. Des sanctions internes. Des? En parlant de l'état de la position géopolitique de l'Union européenne vis-à-vis la Russie, l'ancien USSR, la Chine et les États-Unis. Peter, on va avoir une session de questions-réponses avec les intervenants on va dans la deuxième partie. Donc, on note cette question et on laisse terminer M. Gaudi pour qu'il puisse finir sa réponse et que le débat. Oui, parfait. Moi, j'ai simplement dit non, je vais mettre un mécanisme qui, en demain, si c'est l'Italie qui viole l'état de droit, moi, en tant que citoyen italien, j'ai besoin d'une Union européenne qui soit à côté de mes valeurs fondamentales et de mes libertés et pas à côté d'un gouvernement qui ne respecte pas ses engagements. Et aujourd'hui, on doit avancer dans cette direction. C'est un des principaux enjeux politiques de cette législature. Merci. On va venir un peu plus à ce qui se passe dans nos démocraties, non pas libérales, mais en tout cas qui s'estiment libérales. Christiane Ferrachoul qui a fait allusion dans son intervention à tout un tas de limites aux libertés publiques, notamment en raison des questions sécuritaires, en raison des questions épidémiques. J'aurais posé la question à Michel Duclos. Le risque terroriste, qui est un risque patent, a amené effectivement des exceptions, des pratiques dans différents pays, en France, mais surtout aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement long, un mouvement de fond, quelque chose d'irrémédiable, que la montée en puissance, en tout cas le sentiment de montée en puissance ou de diffusion de la menace des terroristes va nous amener encore à ce genre de recul? J'espère que non, mais vous savez, c'est une question d'opinion personnelle. Moi, je suis d'une tradition libérale. Je pense que les atteintes aux libertés sont insupportables, comme on l'a dit très justement, elles doivent être très justifiées, proportionnées, temporaires, etc. J'ai très peur de l'accoutumance et d'une accoutumance qui va s'aggraver avec les technologies modernes. Et donc, au nom de la sécurité, de la protection contre le terrorisme, on va aller de plus en plus loin dans des limitations de plus en plus indolores et d'autant plus dangereuses des libertés. Et les premiers attentats se sont passés en Angleterre, et c'est le Royaume-Uni qui a pris les premières mesures de privation des libertés au nom de la lutte contre le terrorisme. J'étais à ce moment-là à New York au Conseil de sécurité, et les Britanniques, c'était à l'époque de M. Blair, ont fait avaliser leurs mesures par le Conseil. Je me souviens bien d'avoir dit, mais vous savez, pour nous, Français, l'Angleterre, c'était le refuge traditionnel pour les partisans des libertés. Les lettres d'Angleterre de Voltaire, c'était un des premiers cris de révolte contre
l'absolutisme en France. Et pour nous, ça a toujours été le modèle. Et c'est extrêmement préoccupant que l'exemple vienne de Londres dans la mise en question des libertés fondamentales, même si c'est au nom, évidemment, de ce qu'on peut très bien comprendre, de la lutte contre le terrorisme. Mais ce sur quoi il faut peut-être mettre l'accent, parce que malheureusement, c'est question de principe, on y croit, on n'y croit pas, on y adhère, on n'y adhère pas. Mais sur un plan purement pragmatique, j'ai servi moi-même au ministère de l'Intérieur pendant 3 ans. Cette accumulation de textes, c'est une fuite en avant, mais qui est un phénomène de feel good, c'est-à-dire on se fait plaisir à soi-même. L'efficacité est extrêmement nulle. Et on voit les policiers en charge de la lutte contre le terrorisme qui sont les premiers à dire ça ne sert à rien d'avoir des lois supplémentaires. Ce n'est pas ça le problème. Donc, au risque d'annihilation des fondements de notre démocratie, s'ajoute le risque d'un vrai danger d'ignorer les vrais besoins de la lutte au profit de fausses solutions, si vous voulez. Et donc là où on a besoin de meilleurs renseignements de proximité, on préfère un instrument supplémentaire qui permette de mettre les gens en prison avec moins de garanties, par exemple. C'est comme ça que ça se présente, la réalité des choses. Donc je pense que pour répondre à votre question, il faut être extrêmement vigilant et il faut mener le combat de la protection des libertés sur plein de fronts, probablement à la fois. Le front des principes, mais aussi le front de l'efficacité. Laurent Petiti, quels sont les fronts prioritaires du point de vue du défenseur des droits que vous êtes? Oui, alors, s'il y a un front qu'il faut effectivement utiliser, c'est le front juridictionnel, car on voit bien la réponse à des lois qui pourraient être considérées comme contraires à nos libertés, c'est devant les juridictions que l'on peut effectivement trouver réponse à cela. Et je prends l'exemple, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a eu souvent à s'interroger sur des législations contre le terrorisme, que ce soit au Royaume-Uni ou dans d'autres pays. A-t-elle ou non validé, effectivement, les législations qui pouvaient être considérées comme contraires à la Convention européenne des droits de l'homme? Et dans l'appréciation qu'a fait la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est aussi un petit peu l'appréciation que fait le Conseil constitutionnel français, dans l'appréciation qui a été faite, c'est véritablement de savoir si oui ou non les principes de proportionnalité, notamment, ont-ils ou non été respectés dans le cadre de la mesure législative qui a été prise par tel ou tel gouvernement. Et donc, et c'est vrai que lorsque l'on regarde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais on pourrait aussi regarder la jurisprudence de la Cour de justice, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un équilibre qui est tout à fait appréciable que fait la Cour européenne lorsqu'elle apprécie une législation au regard des principes qui ont été mis en place par la Cour depuis de nombreuses années, et notamment ce principe de proportionnalité. Et donc, je crois que le défenseur des droits ou l'avocat qui, effectivement, essaye de faire respecter ses libertés, il a toute une panoplie d'instruments, une panoplie, effectivement, de jurisprudence qui ont été rendues par ces différentes cours et qui peuvent lui permettre, effectivement, d'obtenir devant le juge judiciaire, devant le juge administratif ou devant le juge constitutionnel, le respect effectivement de ses libertés et parfois de faire invalider une loi qui ne respecterait plus les principes et les droits fondamentaux sur lesquels nos sociétés sont basées. Donc je crois qu'on peut être
tout à fait optimiste dans le cadre du système de droit qui est le nôtre, car nous avons les instruments qui peuvent nous permettre effectivement de faire apprécier par un juge impartial et indépendant la question de savoir si oui ou non telle ou telle législation ne respecterait plus les fondements sur lesquels nos sociétés sont fondées. Si je puis me permettre, c'est très important de bien faire passer l'idée que, contrairement à une certaine propagande, la Cour européenne des droits de l'homme admet les situations d'exception. Elle n'est pas contre la lutte contre le terrorisme. Elle est responsable, raisonnable. Elle pose simplement des limites. C'est ça qui est important. Vous avez tout à fait raison. Une dernière question. Allez-y, Jean-Paul. Pardon. Allez-y, je vous en prie. Paul, je reprends la parole. Oui, vous avez tout à fait raison. La Cour européenne des droits de l'homme, et elle a connu quand même tout au fil de son histoire, puisqu'on fête les 70 ans de la Cour au jour d'aujourd'hui, même et les 60 ans du premier arrêt qui a été rendu par la Cour. Tout au fil de ces années, elle a eu effectivement apprécié certains régimes autoritaires, certaines législations autoritaires. Il ne s'agissait pas seulement au départ de terrorisme, mais elle a su effectivement être en quelque sorte la boussole de nos libertés. Et lorsqu'il s'agissait effectivement d'invalider une disposition qu'elle considérait comme contraire, elle a su jouer son rôle. Et je crois qu'on peut véritablement, en cette année anniversaire, lui rendre hommage, car elle a su effectivement, finalement, faire prévaloir ses principes, même lorsqu'il s'agissait effectivement d'États qui étaient en guerre. Sandro Gozzi, une dernière question, peut-être avant de passer à l'échange avec nos auditeurs. Je crois que c'est Michel Duclos tout à l'heure qui parlait du risque d'accoutumance et du fait que dans une partie de l'opinion publique, y compris chez des plus jeunes, il y a une accoutumance à ces restrictions, à ces législations restrictives, à ces limitations à nos libertés. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Moi, je me trouve… Et je voudrais bien avoir le point de vue à la fois du parlementaire et de l'italien, si je puis dire. Oui. J'essaie toujours de m'exprimer en tant qu'Européen, évidemment, donc aussi en tant qu'Italien, mais pas seulement. Moi, je me retrouve beaucoup dans les propos de Laurent Petitier et de Michel Duclos là-dessus. Je crois qu'on risque de passer de l'exception à la règle, à savoir ce qui est une exception risque à long terme de devenir la règle. Nous voyons aussi, vous avez rappelé les cas des réactions aux attaques terroristes. Si vous voulez, il y a aussi une question qui se pose sur les mesures Covid-19 dans les différents États, pas seulement européens. Et il faut justement expliquer, je suis tout à fait d'accord parce que je suis très inquiet. Là, pas en tant qu'Italien, mais en tant qu'élu en France. Du débat qu'on essaie d'ouvrir en France sur les rôles de la Cour européenne des droits de l'homme. Sincèrement, je trouve ça très dangereux. Pour les raisons que Michel Duclos vient de rappeler, et sur le fait aussi que même la Convention du Conseil de l'Europe, à l'article 15, permet de prendre des mesures exceptionnelles, permet de prendre des mesures même dures contre le terrorisme. Évidemment, elles doivent être proportionnées, elles doivent être des mesures temporaires, mais ce n'est pas du tout vrai que les conseils de l'Europe ou la Convention européenne des droits de l'homme nous empêchent de réagir face à des attaques particulièrement violentes ou particulièrement concentrées dans une période de notre vie démocratique. D'essayer de faire passer la Convention européenne des droits de l'homme comme un des obstacles à la réponse aux attaques terroristes, je trouve que c'est quelque chose contre lequel on doit se battre, notamment justement, comme vous disiez, en expliquant aux nouvelles générations que finalement, il ne s'agit pas, vous savez, d'introduire des lois spéciales. Moi, j'ai vu aussi, lors de la dernière tragédie de Nice,
de la part des parlementaires ou d'élus en France à invoquer une nouvelle fois des lois spéciales. Moi, je crois qu'on a tous les instruments, on a beaucoup d'instruments pour lutter contre la menace terroriste, par exemple. Il n'y a pas besoin de lois spéciales. Il y a besoin peut-être de revoir des nouvelles lois dans des domaines qui aujourd'hui sont un peu hors loi. Prenez les plateformes numériques. Prenez la haine et les discours terroristes, les discours d'encouragement au terrorisme en ligne. Il est clair que, notamment au niveau européen et pas seulement au niveau national, il faut introduire une nouvelle législation parce que ce qui est interdit offline, il doit être interdit de façon efficace online. Mais il ne s'agit pas d'introduire des lois spéciales. Il s'agit de prendre acte qu'il y a un nouvel espace de l'action humaine qui est l'espace numérique. Et cet espace numérique, il doit être réglementé. Il doit être réglementé même dans le domaine, par exemple, du prosélytisme terroriste ou des discours qui encouragent les actions terroristes. Mais on n'a pas besoin d'introduire des lois spéciales comme on a invoqué. On a besoin de penser si, dans le nouvel espace de la vie humaine, comme celui du numérique, on a assez d'instruments juridiques aujourd'hui ou pas. Et moi, je crois que là, par contre, c'est un chantier sur lequel il faut travailler. Donc, d'un côté, ne pas renoncer aux fondamentaux et ne pas remettre en question des pas en avant de la civilisation européenne comme la Convention européenne des droits de l'homme. De l'autre côté, voir si l'évolution technologique, par exemple, ne demande pas de nouvelles lois générales qui répondent aux principes fondamentaux, mais qui nous donnent les instruments d'agir et de réagir là où nous ne les avons pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la session de questions-réponses. Alors, j'en ai une ici sous les yeux. La Turquie est encore en négociation. Elle est partie. La Turquie est encore en négociation avec l'Union européenne pour son entrée. Avec la relation complexe que les deux parties entretiennent, les négociations durent depuis 1999. Ne pensez-vous pas qu'il faille arrêter les négociations officiellement? Qui veut répondre à cette question? Personnellement, moi, la position de Sandro Gozi, pas de renaissance, pas de renew, j'engage personne sauf moi-même. Je crois que c'est une des plus grandes hypocrisies qu'on a en ce moment en Europe. Erdogan, c'est un autocrate. Il viole l'état de droit à son intérieur. Il tire les bénéfices de l'instrument de préadhésion, à savoir des fonds européens, sans vouloir avancer là-dessus. De facto, les négociations sont congelées. Peut-être ça serait bien de déclarer qu'avec Erdogan, il n'y aura aucune chance que la Turquie adhère à l'Union européenne. Et je me demande même si, au moment où on doit adapter, revoir, mettre à jour l'accord douanier avec la Turquie, il n'est pas le moment de remettre en question ça face à une Turquie d'Erdogan. Rien contre le peuple turc, mais beaucoup contre un gouvernement qui aujourd'hui a une attitude très agressive et qui joue même les conflits des civilisations, comme nous avons vu avec les déclarations d'Erdogan récemment contre le président de la République française et contre la France. Mais je répète, c'est ma position à moi. Je n'engage personne sauf moi-même là-dessus. Michel Ducoul-Rantiti, un commentaire là-dessus? Moi, je dirais qu'il est préférable de rester dans l'ambiguïté parce que ça nous laisse quand même un tout petit levier. Si de surcroît on disait que les négociations étaient finies, c'est possible que ça donnera un avantage à Erdogan. Dans son opinion publique, on tirerait bénéfice en rejetant le blâme sur les Européens. Lorsque Emmanuel Macron a reçu Erdogan à l'Élysée, il y a maintenant 2 ans, lors de la conversation, il s'était parlé très franchement et
président avait dit, bon, ça ne marchera jamais, donc mieux vaut dire franchement que les négociations sont interrompues. Et Erdogan n'avait pas dit non. Et comme c'est souvent le cas dans la diplomatie moderne avec en tous les cas le président actuel, de la conférence de presse, Macron avait dit la même chose que dans les entretiens. Il avait dit, je suis pour qu'on sorte de l'hypocrisie, qu'on déclare que ça y est, on passe à autre chose, une autre forme de relation avec la Turquie. Et Erdogan s'était bien gardé à ce moment-là de dire oui, je suis d'accord avec le président. Et au contraire, même les autorités turques ont fait savoir dans les jours qui ont suivi que ça les gênait parce qu'ils n'aiment pas l'Europe, mais malgré tout, 60% des Turcs continuent à être favorables à l'adhésion à l'Union européenne. Donc, vous voyez, le fait de... C'est une réaction de vieux diplomate de carrière, bien sûr, mais le fait de dire ni on va conclure, ni on va s'arrêter, c'est peut-être la meilleure attitude. Très bien. Une autre question. Comment lutter contre la défiance grandissante vers les institutions démocratiques au niveau national des organisations comme l'OMS, par exemple, à l'heure de la multiplicité des canaux d'information permettant d'aller chercher des informations? Défiance et complotisme font pourtant de plus en plus le lit du populisme et rapprochent des grandes démocraties d'un basculement vers des régimes autoritaires. Quelles seraient les pistes pour rendre la confiance en l'état de droit? Qui veut répondre à cette question ambitieuse? Laurent Petiti, peut-être? Ouais, moi, je voulais juste dire quelque chose sur la Turquie. Je reviens un tout petit peu en arrière avant de répondre à cette question un petit peu délicate. La Turquie est toujours membre du Conseil de l'Europe et elle n'a absolument pas envie de partir du Conseil de l'Europe, alors que la Cour européenne condamne la Turquie presque tous les jours. Et il y a une attitude assez paradoxale de la Turquie qui exécute certains arrêts de la Cour européenne lorsqu'elle est condamnée, et pour certains autres, elle n'exécute pas les arrêts. Donc, elle a une diplomatie au sein du Conseil de l'Europe qui est assez intéressante, puisqu'elle ne souhaite pas quitter le giron des 47, et elle participe d'ailleurs à toute cette politique du Conseil de l'Europe, et elle joue un jeu assez bizarre avec la Cour européenne, puisque, comme je le disais, elle se refuse parfois à appliquer des décisions et parfois elle exécute des décisions. Alors certes, il peut s'agir de décisions qui aboutissent à une réparation pécuniaire, mais parfois aussi, pour ce qui concerne les défenseurs des droits, et je prends l'exemple des avocats, la Turquie exécute certaines décisions au terme desquelles la Cour européenne a considéré qu'il y avait des violations de la Convention européenne. Et donc, on le voit bien, les chapitres pour ce qui concerne l'Union européenne ne seront pas réouverts dans les années prochaines. Hein. Il y a bien, on le constate bien, il y a bien un arrêt total de la négociation entre la Turquie et l'Union européenne, mais la Turquie, je crois, s'appuie beaucoup sur le Conseil de l'Europe pour rester en quelque sorte dans le concert des nations. Je ne répondrai pas à la question suivante. Alors, peut-être je vais faire une réponse à la question suivante qui sera une façon de passer à un autre sujet, mais qui a quand même un rapport, c'est que actuellement, pour les questions dont on parle dans cette table ronde, il y a un événement fondamental qui se passe, ce sont les élections américaines. Et le fait que le président Trump, que nous avions mis dans notre galerie de portraits des nouveaux autoritaires, parce que c'est un cas très intéressant, fondamental, c'est un précédent essentiel d'avoir un chef d'État élu qui a des tendances autoritaires, évidemment, ce n'est pas un dictateur,
Et il a des penchants autoritaires. C'est un populiste nationaliste qui va très loin dans le mépris des valeurs traditionnelles de la démocratie libérale. Et malgré tout, il opère dans un système qui est resté démocratique. Donc, c'est très important de voir comment fonctionne le jeu de ce qu'on appelle le check and balance, les contrepoids qui peuvent exister dans un état de droit, justement, protégeant la démocratie. Et finalement, c'est les leçons qu'on peut tirer sont mélangées, sont mixtes. Par exemple, il y a quelque chose d'extrêmement décevant, c'est que le Parti républicain ne s'est pas du tout opposé à la dérive illibérale du président Trump. Il a même endossé ou encouragé. Donc, ça nous rappelle que derrière les institutions, il y a les mœurs, derrière les règles, il y a les hommes. Et là, un certain nombre de dirigeants républicains n'ont pas été à la hauteur de la situation. Inversement, la Cour suprême, les tribunaux, même quand ils sont staffés par des gens nommés par le pouvoir, finalement tiennent le coup. Et on a vu donc des juges qui sont du courant du président, mais finalement ne pas lui donner raison sur un certain nombre de cas, parce que restant fidèle à des principes supérieurs à l'esprit partisan. Et ce qui est en train de se jouer, c'est fondamental, parce que vous avez les Chinois, les Russes et d'autres qui essaient de jouer la carte. Voyez comme la démocratie est ridicule, voyez le fiasco, voyez comme c'est grotesque, voyez comme c'est inefficace, etc. Alors que la réalité, c'est que la démocratie marche. Il y aura des recours, il y a des recours. Ces recours montrent qu'il n'y a pas eu de fraude. Et vous avez les officiels républicains dans les États républicains qui ne jouent pas le jeu consistant à priver les démocrates du succès dans les urnes. Donc c'est tout à fait essentiel, mais ce sera aussi tout à fait essentiel que cette bataille d'opinion soit bien menée, qu'on ne laisse pas s'instaurer l'idée que la démocratie ne marche pas ou est inefficace. Et c'est là où on rejoint le thème du complotisme. Cette bataille d'opinion difficile à mener face à des esprits pénétrés de l'idée qu'on nous trompe et que tout s'explique par des complots, par des combinaisons dirigées par des gens méchants. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où c'est plus difficile de faire passer pas seulement les bonnes idées, mais tout simplement les réalités. C'est-à-dire que quand les réalités vont dans notre sens, les réalités sont niées par les esprits complotistes. Je crois cependant qu'on peut y arriver, et on peut y arriver grâce justement au bon fonctionnement des institutions dans des conditions particulièrement difficiles. Je vais prendre une question suivante qui revient sur la question de la Bulgarie, de la Pologne et de la Hongrie. Je vous lis simplement la fin. Une question se pose, ne devrions-nous pas faire évoluer notre mode de fonctionnement européen vers plus de sanctions, plus de contrôles, au risque de faire fuir ou même exclure ces États qui plus est, bénéficient plus de l'Union qu'ils n'y contribuent? Alors, est-ce que la conditionnalité doit être tellement forte qu'elle doit faire exclure de l'Union certains États? C'est un peu le thème que j'avais abordé. Il faut être beaucoup plus sérieux avec nous-mêmes et avec les valeurs fondamentales qui sont à la base de l'Union européenne. Donc, sans doute, il faut être beaucoup plus efficace dans la prévention et dans les sanctions des violations de l'État de droit de l'Union européenne. C'est pour cela que nous avons choisi la voie budgétaire, parce que nous pensons que c'est la voie meilleure pour être efficace dans des temps relativement brefs par rapport à ces risques.
Nous avons déjà, je le répète, nous avons déjà dans l'Union européenne les principes selon lesquels, en cas de violation grave et répétée de l'état de droit, nous pouvons suspendre les droits de vote d'un État membre au niveau du Conseil. Moi, je crois que c'est une procédure qui aujourd'hui est trop complexe et qu'il faudrait rendre beaucoup plus simple lors de la prochaine révision des traités. Moi, je crois que s'il y a un thème ô combien difficile à aborder dans la révision des traités, c'est de rendre plus efficace, de rendre plus crédible cette procédure en sortant de la question de l'unanimité, en travaillant sur une majorité super qualifiée, etc. Donc, je crois qu'il faut aller sans doute dans cette direction. Il faut aussi distinguer, c'est ce que nous avons essayé de faire avant au Parlement européen sur notre initiative. C'est quelque chose sur lequel là aussi j'ai travaillé avec mes collègues directement et on a essayé aussi de le faire dans l'accord sur le budget et la conditionnalité état de droit la semaine dernière avec le Conseil. Il faut essayer quand même de distinguer entre la sanction contre les gouvernements ou la majorité parlementaire qui viole l'état de droit et les citoyens ou les bénéficiaires de ces aides. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité intelligente, la smart conditionality. Il faut nous donner les moyens, d'un côté, de sanctionner, de suspendre les fonds qui passent à travers les gouvernements, qui passent à travers les oligarques, qui sont utilisés par les oligarques pour augmenter leur influence à travers une utilisation qui n'est pas correcte, évidemment, qui est biaisée, des fonds européens. De l'autre côté, il faut essayer de nous donner, dans des cas d'urgence, les moyens d'arriver directement à la société civile, d'arriver directement aux municipalités qui respectent l'état de droit, d'arriver directement au mouvement de jeunesse qui respecte l'état de droit. Donc, vous voyez, il faut nuancer parce que il y a, heureusement, dans des cas comme même la Bulgarie, on a parlé beaucoup de la Pologne et de la Hongrie, mais justement, on a évoqué la Bulgarie. Il faut distinguer entre une majorité en gouvernement qui, dans un certain moment historique, profite de son pouvoir pour violer les libertés fondamentales et une partie de la population qui, au contraire, veut jouer le jeu démocratique et veut voir ses droits fondamentaux respectés. Donc, la conditionnalité, il faut la rendre justement intelligente et donc la moduler selon les cas et selon les situations. Je crois que c'est la voie sur laquelle nous avons entreprise, une voie difficile, mais c'est possible d'y arriver et c'est ça l'objectif que nous devons poursuivre. Michel Duclos, Laurent Petitty, vous voulez intervenir sur ce Oui. sujet? Moi, j'ajouterais qu'à côté de la voie de la conditionnalité, il y a aussi, et je reviens à cela, la voie juridictionnelle. Et on le voit bien, la Commission européenne a ouvert des procédures d'infraction contre la Pologne à 4 reprises depuis 2017. Elle le fait également à l'encontre de la Hongrie. Certaines procédures juridictionnelles sont arrivées jusqu'à la condamnation de l'État polonais. Je parle par exemple effectivement de la chambre disciplinaire de la Cour suprême de Pologne. Alors, certes, il y a des décisions de la Cour européenne qui viennent condamner ces États. La question est de savoir, est-ce que ces États vont-ils jusqu'à ne pas respecter les décisions de la Cour de justice? Et au jour d'aujourd'hui, on peut s'interroger un petit peu parfois sur effectivement la question de savoir si oui ou non des arrêts sanctionnant ces pays sont-ils suffisants pour envisager de la part de ces pays qui ont été mis au pilori par la Cour de justice de voir si oui ou non ces pays réagiront positivement. Et là, c'est un petit peu la difficulté, c'est qu'on le voit bien en Hongrie, la Hongrie ne respecte pas les décisions qui ont été rendues par la Cour de justice. Et donc, si on en vient jusqu'à ne plus respecter des décisions de justice dans l'ordre juridique européen, c'est véritablement que ces pays doivent être sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Il existe encore une procédure qui permet effectivement, par voie d'astreinte, d'obliger ce pays à respecter une décision qui a été déjà rendue, mais on le voit bien, la Cour de justice agit, mais malgré tout, elle a des difficultés à faire exécuter des décisions de justice.
si je peux rebondir, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'un côté, avec ce qui vient d'être dit, qui nous montre deux choses différentes. Il nous montre tout d'abord que quand l'Europe, quand l'Union européenne a des procédures véritablement efficaces, peut obtenir des résultats. Parce que c'est vrai que certaines procédures d'infraction qui ont été entamées par la Commission européenne, notamment contre la Hongrie, les ont amenées à, et même aussi la Pologne, à une modification de la législation hongroise ou polonaise. Donc, ça a fonctionné. Mais parce que nous savons que la procédure d'infraction, c'est une procédure très efficace que nous avons. Hein? Très communautaire, très efficace, gérée par la Commission, on le sait bien. De l'autre côté, il y a une autre, et donc ça, c'est l'aspect positif sur lequel je me trouve d'accord. Je me trouve d'accord aussi avec l'aspect négatif. Parce que c'est vrai que sur certains cas, et moi, quand la Commission a amené devant la Cour certains pays, dont la Hongrie, pour avoir violé leur obligation de solidarité sur l'article 79 et 80 du traité, à savoir en matière d'asile et de solidarité en matière de droit d'asile, moi, pour l'Italie, en tant que ministre, je suis intervenu en tant qu'amicus curiae. Donc, j'ai bien suivi les procédures auxquelles le compétitif est référent. Et c'est vrai qu'on a eu des pays, une bonne partie des pays de Visegrad, qui se refusent et qui ont déclaré de se refuser de mettre en œuvre ces décisions de la Cour. Et donc, c'est là, par rapport à ces réactions négatives-là, qu'on a besoin, d'après moi, de développer de nouveaux instruments beaucoup plus importants pour garantir le respect de l'État de droit. Parce que du moment où on refuse de respecter les décisions de la Cour suprême, là, on est en conflit fondamental avec un principe fondamental de l'État de droit. C'est qu'on respecte les arrêts de la Cour suprême. Donc, vous voyez, c'est d'après moi une autre raison pour laquelle on doit continuer à nous doter d'instruments plus efficaces. Parce que plus l'instrument est plus efficace, moins on a besoin de l'activer. Vous voyez? Parce qu'il y a un effet persuasif et préventif qui est, après tout, notre but. Parce que notre but, ce n'est pas de nous amuser à sanctionner des pays qui ont violé les libertés fondamentales. Notre but, c'est d'avoir des procédures tellement dissuasives qui préviennent la violation des libertés fondamentales. Michel Duclos, pas de commentaire là-dessus, non? Non, je suis d'accord. Une question qui s'adresse au départ à Laurent Petiti, mais qui est posée à tout le monde. Je vous la lis. Vous parlez de front juridictionnel, de votre optimisme quant au respect des libertés fondamentales garanties par les juridictions. Certes, les exemples que vous avez choisis sont davantage européens que français, mais n'y a-t-il pas lieu d'être tout de même un peu pessimiste en ce qui concerne la jurisprudence du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, qui peuvent apparaître davantage partisans de l'ordre sanitaire que gardiens des libertés fondamentales? On ne peut pas dire sérieusement que la France est en passe de devenir une démocratie illibérale. Alors comment interprétez-vous cela comme une concession des juridictions sous la pression forte et continue des législations d'exception? La question s'adresse à vous, mais les autres orateurs peuvent également. Oui. Certes, on le voit, les décisions qui sont rendues actuellement par le Conseil d'État en cette période de crise sanitaire, que ce soit sur les cultes, que ce soit sur les librairies, on pourrait effectivement s'interroger sur le point de savoir est-ce que oui ou non la proportionnalité est-elle ou non respectée? Faut-il privilégier la santé sur la liberté des cultes? Moi, je ne serais pas aussi pessimiste que cela, parce qu'on le voit bien, les juges, dans l'interprétation et dans l'appréciation qu'ils font entre la liberté et l'exception, c'est aussi effectivement de la part du Conseil d'État la balance à respecter. Certes, on peut être assez critique sur des décisions qui viendraient à annihiler nos libertés, mais le juge administratif doit s'en tenir effectivement
à prendre la juste mesure entre la liberté et l'exception à cette liberté. Et donc, on pourra toujours contester une décision de justice, mais je pense que être juge lorsque l'on a à apprécier une liberté et l'exception à cette liberté, c'est un exercice d'équilibriste. Et on le voit bien lorsqu'on relit les décisions du Conseil d'État, et la dernière qui a été rendue sur les librairies, où on considère quand même que la librairie est un secteur essentiel, hein. C'est ce que dit le Conseil d'État. Mais malgré tout, s'il considère que le libraire est un acteur essentiel à la vie de chaque citoyen, il n'en demeure pas moins qu'il fait privilégier la santé. Donc, on le voit bien, hein, c'est toujours sujet à interprétation, mais le juge, en quelque sorte, est là le gardien un petit peu des libertés, parce qu'on ne peut pas croire que le Conseil d'État essaye en quelque sorte d'aller contre la liberté en décidant ce qu'il décide. Non, il fait une interprétation qui, me semble-t-il, est mesurée. À partir de là, évidemment, on peut avoir une appréciation qui ne serait pas celle-là, mais je crois que dans ce difficile exercice qui est effectivement d'arbitrer entre deux libertés, à un moment donné, il faut pencher vers l'un et vers l'autre, et l'exception liée à la santé, me semble-t-il, en cette période difficile et délicate, où évidemment il y a d'autres intérêts en jeu, eh bien, on privilégie la santé à notre liberté d'aller à l'église. Il faudra attendre un petit peu, et peut-être que dans 3 semaines, on pourra retourner voir notre libraire, et on pourra aussi retourner à l'église. Et dans cela, je crois que voilà, la période étant ce qu'elle est, il faut savoir renoncer parfois à nos libertés. Merci beaucoup. Comme le temps qui nous est imparti arrive à sa fin, je vous remercie d'abord tous les trois de vos interventions, et je vais passer la parole à Thomas pour un mot de conclusion. Thomas. Merci beaucoup Yann, merci à tous les trois d'avoir si savamment traité le sujet qui mérite un tel équilibre qu'on a même été obligé d'interpréter les dernières décisions du Conseil d'État pour se plonger dans la complexité de ces sujets. Je vais pas apporter d'éléments nouveaux, simplement synthétiser ce qui a été dit autour de trois vecteurs qui me paraissaient importants. Le premier, c'est qu'on ne peut pas aborder ce sujet du rapport de force entre l'état de droit et ses détracteurs, qui soient internes ou externes, sans avoir une vision géopolitique des sujets. Évidemment, ça a été largement développé par Sandro Gozzi, qui nous a parlé de la possibilité, de l'importance de savoir activer intelligemment des clauses commerciales dans les rapports économiques qui sont tissés, de savoir aussi exploiter les mécanismes de sanctions qui existent entre les différents partenaires de telle ou telle relation commerciale, y compris en réfléchissant à la dimension, pour ceux qui sont des Européens convaincus, à la dimension budgétaire qui prévaut, puisque l'union économique que forme l'Union européenne est aussi un énorme levier de négociation pour traiter ces menaces internes qui existent par rapport aux valeurs fondamentales de l'Union. Donc, premier vecteur, évidemment, la vision géopolitique. Le deuxième vecteur, c'est la vigilance démocratique. Ça a été largement développé sous toutes ses formes, en particulier sous la forme juridictionnelle, avec, je crois, 2 points de vigilance qui m'ont marqué dans ce qui a été évoqué. Michel Duclos a beaucoup parlé de la vigilance face aux événements eux-mêmes qui peuvent nous amener à prendre contre nous-mêmes, contre nos propres valeurs, certaines décisions, ou nous détourner de celles-ci. On a beaucoup parlé de la crise du coronavirus dans les dernières interventions notamment, mais évidemment, on voit avec l'exemple magnifié aux États-Unis à quel point un manque de vigilance et de fermeté par rapport à nos propres valeurs peut laisser perdurer à la tête de l'État un chef d'État qui ne reconnaît même pas la victoire de son adversaire. Vigilance aussi face
à l'absence totale de vergogne hein, par rapport de certains pourfendeurs des valeurs démocratiques et de l'état de droit. On est à la veille du sommet du G20 et le chef, enfin le prince héritier qui gouverne ce pays n'a même pas de honte à accueillir la presse économique internationale dans l'État, alors qu'il y a 1 an et demi tout juste, il faisait démanteler, démembrer et dissoudre l'un des journalistes du Washington Post, parce qu'il sait que ce sommet du G20, c'est précisément le meilleur moyen de faire revenir les investissements dans ce pays qui a bien besoin de l'aide étrangère pour croître et pour se détourner d'une économie basée sur le carbone. Donc, vigilance démocratique aussi par rapport aux partenaires avec lesquels on travaille, y compris dans l'exercice démocratique, et savoir trouver les mots. Et puis, dernier élément qui est, il me semble, le plus essentiel de tout ce qui a été dit, puisque là, on touche vraiment aux fondamentaux, la vertu politique elle-même, puisque, et je trouve que ces propos de Michel Duclos ont été très justes, c'est que les institutions sont une chose, on en a beaucoup parlé aussi des institutions judiciaires, des processus juridictionnels auxquels chacun d'entre nous peut faire appel, mais les hommes et la vertu individuelle sont en elles-mêmes des garants de première catégorie, si j'ose dire, face à ces dérives-là, et l'exemple Trump en est un exemple terrifiant, malheureusement. J'ai beaucoup aimé aussi dans ce chapitre sur la vertu, si j'ose dire, le point selon lequel il faut faire face, ou en tout cas il faut accepter de devoir dénicher parfois quelques grandes hypocrisies, c'est le terme que Sandro Gozi a évoqué. On a beaucoup parlé en cela de la relation avec la Turquie, mais effectivement, un sérieux est nécessaire par rapport à une défense plus active de nos valeurs fondamentales. Donc, c'est sur ces quelques grands axes qui résument ce qui a été dit que je voulais conclure en rappelant qu'effectivement, ce Diplolab fait partie d'une programmation de conférences extrêmement riche que l'Institut Open Diplomatie propose. Il y a évidemment le prochain Diplolab qu'on fera avec le Conseil national des barreaux le 30 novembre sur l'état de droit face aux disruptions digitales, qui, pour tout le volet sur le complotisme, les nouvelles manipulatoires, le rôle que la gouvernance de l'Internet et que la technologie, l'IA en particulier, joue dans la façon dont l'état de droit peut être déstabilisé. On aura l'occasion d'y revenir donc le 30 novembre. Il y a d'autres moments qui nous permettront de traiter ces sujets-là. En particulier, on a beaucoup parlé du budget européen ce soir. On aura très prochainement, à l'aune du Conseil européen qui doit entériner le budget pour les 7 années prochaines de l'Union européenne, une réflexion sur ce point. Donc, merci à nos 3 intervenants. Merci plus particulièrement à Christiane Ferral-Schul qui préside le Conseil national des barreaux et avec qui on a eu grand plaisir à tisser ces liens à la faveur d'un G7 qui était encore fonctionnel malgré son développement aux États-Unis cette année, qui s'est montré particulièrement patent. On garde la foi sur l'idée que nos amis américains pourront rester membres d'un G6+1 et reformer un G7 tout prochainement. Merci à tous. Excellente soirée et merci encore à Yann Mans d'avoir facilité ces réflexions. Merci à vous.